Les rotors tournaient déjà lorsqu'ils m'ont traîné sur le tarmac et j'étais certaine de deux choses. L'homme qui attendait dans cet hélicoptère avait entendu chaque mot du protocole de mon père et il était en train de décider si je méritais de rester en vie. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que cet appel téléphonique avait marqué un tournant dans ma vie. Ce matin, dans le chaos climatisé du terminal privé de Palermo, je corrigeais les erreurs des autres et d'essayer de ne pas penser au fait que mon patron était en train de décider si je méritais de garder mon emploi. Sarafina, nous avons un problème. La voix de Marco crépitait dans le casque, tendue par le genre de panique qui signifiait qu'une personne importante était sur le point de devenir furieuse. Le jet de Marseille. Numéro d'immatriculation erroné sur le pré-contrôle douanier. J'étais déjà en train d'ouvrir le dossier avant qu'il ait fini de parler. 3 écrans, 6 fenêtres, mes doigts se déplaçant à travers des systèmes que la plupart des coordinateurs mettaient des années à maîtriser. L'erreur sautait immédiatement aux yeux. Un chiffre transposé qui aurait cloué au sol un avion de 60 millions d'euros et laissé en rade un diplomate français qui tenait certainement des listes. C'est corrigé, dis-je en téléchargeant les documents corrigés. Nouvelle autorisation accordée. Ils ne sauront jamais ce qui s'est passé. Silence. Combien de temps cela vous a-t-il pris? 90 secondes. Encore du silence. Je pouvais imaginer Marco dans son bureau vitré, en train de se débattre avec le fait que je venais de sauver son emploi pour la 4e fois ce mois-ci et que j'étais toujours payé comme quelqu'un qui répondait au téléphone. Bon travail. Il a finalement réussi. Mais Sarafina, à propos de la prochaine évaluation, celle où vous décidez si ma réputation vaut la peine de me garder à mon poste. Son soupir était une réponse suffisante. Mon père était mort depuis 3 ans, mais dans certains cercles, être la fille d'Antonio Doe signifiait que vous étiez soit un atout, soit un handicap. Marco avait décidé à quelle catégorie j'appartenais. Nous en discuterons la semaine prochaine, a-t-il dit, ce qui signifiait qu'il avait déjà pris sa décision. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement enregistré la correction, préparé les 3 prochains départs et essayé de ne pas calculer combien de jours il me restait avant que le risque pour ma réputation ne devienne un ancien employé. Le monde de l'aviation était petit. Si vous étiez sur la liste noire de Palermo, vous aviez de la chance si vous pouviez coordonner des vols de fret en Albanie. Mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu avec un préfixe international que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Mais mon père m'avait appris que certains appels ne pouvaient être ignorés. Je me suis donc éloigné de mon bureau pour me réfugier dans un coin tranquille près du couloir de maintenance et j'ai répondu dans la langue qu'il m'avait apprise pour les urgences. Pronto Chia. La voix à l'autre bout du fil était plus âgée. Un homme tremblant. Antonio. Le protocole d'Antonio. J'ai besoin du protocole. Mon sang s'est glacé. Personne n'aurait dû avoir ce numéro. Personne n'aurait dû connaître cette phrase. Qui est à l'appareil? Il a dit que si quelque chose arrivait, sa fille ralentirait. Mon cerveau opérationnel s'est mis en marche, comme lorsque des avions avaient été détournés en plein vol et que des gens riches avaient commencé à menacer d'intenter des poursuites judiciaires. Où êtes-vous? Dans la maison sécurisée de Ragusa. Mais ils l'ont trouvé et ils arrivent. J'ai 12 jours avant de témoigner et ils vont me tuer avant que je puisse le faire. 12 jours et un témoignage contre quelqu'un d'assez dangereux pour traquer des témoins dans des maisons censées être sécurisées. De quoi avez-vous besoin? Il a dit que vous pouviez déplacer des gens, que vous aviez des racines, c'était vrai. Le dernier cadeau de mon père avait été la connaissance. Comment lire les manifestes? Comment changer d'itinéraire sans se faire repérer? Comment déplacer quelqu'un de manière invisible lorsque les voies légales étaient compromises? Il avait protégé 3 témoins avant que quelqu'un ne décide qu'il en savait trop. Je peux vous aider, ai-je dit, mais j'ai besoin de comprendre la menace. Qui a compromis la maison sécurisée? Je ne sais pas, mais ils sont proches. Je le sens. C'est alors que je l'ai entendu. Une respiration qui ne venait pas du témoin. Elle venait d'ailleurs sur la ligne. Écoutez, enregistrez, triangulez. Raccroche ce téléphone, ai-je dit en italien, rapidement et sèchement. Détruis-le. Je te trouverai un autre moyen. La ligne a été coupée, et dans le silence soudain de ce couloir d'entretien, j'ai compris 3 choses avec une clarté parfaite et terrible. Quelqu'un venait de m'entendre parler le protocole sicilien. Ils savaient que j'étais en contact avec le témoin, et ils étaient déjà en mouvement. Mes mains ne tremblaient pas.
C'était ce qui était étrange. Mon père disait que la panique était un luxe réservé à ceux qui avaient le temps. Et j'avais hérité de sa capacité à rester calme quand tout s'embrasait autour de moi. J'avais peut-être 1 heure, peut-être moins. J'ai ouvert le réseau de sécurité de l'aéroport sur mon téléphone, scannant les images des caméras comme j'avais appris à scanner les trajectoires de vol, à la recherche d'anomalies, de ruptures dans les schémas, de menaces allant à contre-courant. Là, 2 SUV dans le parking réservé aux cadres. Une marque inhabituelle pour la clientèle habituelle. Des vitres trop foncées, positionnées près des sorties des coordinateurs. Ils n'attendaient pas que je parte. Ils attendaient de voir si je m'enfuirais. Je suis retourné à mon bureau comme si de rien n'était. Je me suis connecté au système et j'ai commencé à créer un faux manifeste. S'ils surveillaient mon activité professionnelle, je devais avoir l'air de quelqu'un qui n'avait pas brûlé toute sa vie en un seul coup de fil. Sarafina, la voix de Marco derrière moi. Vous avez un visiteur. Je me suis retourné. L'homme qui se tenait à l'entrée du terminal n'était pas habillé comme les équipes des SUV. Il portait une veste de pilote, décontractée mais coûteuse, et se déplaçait dans l'espace comme quelqu'un qui avait passé du temps dans les aéroports mais n'avait jamais fait la queue. Mademoiselle Dove, son accent était léger. Grec, peut-être. Il y a eu un changement d'horaire. On a besoin de vous sur place pour une vérification immédiate des départs. Ce n'était pas le protocole. Ce n'était rien. Je n'ai aucun départ signalé. Le client vous a spécifiquement demandé. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'est au sujet de la demande d'itinéraire Réagussa que vous venez de traiter. Mon cœur s'est arrêté. Ils avaient été dans mon système. Écouter l'appel ne suffisait pas. Ils avaient piraté la base de données de la compagnie aérienne, extrait mon historique de recherche. Et maintenant, ils étaient dedans. Marco nous regardait, perplexe. Sarafina ne fait pas de vérification sur le terrain. Ce n'est pas son rôle. Ça l'est maintenant. La main de l'homme se posa sur sa veste. Ce n'était pas une arme, mais un téléphone. Il tapa quelque chose d'une main et mon téléphone professionnel vibra. J'ai baissé les yeux. Une photo. Le témoin. La planque de Ragusa. Qui n'était plus du tout sûr. L'hélicoptère attend, a dit l'homme calmement. Vous pouvez marcher ou mes associés dans le parking peuvent vous aider. Mais nous partons maintenant. J'ai croisé son regard, j'ai évalué mes options. Si je m'enfuyais, je serais rattrapé dans le parking. Si je me battais, Marco serait blessé. Crier ne m'aiderait pas dans un terminal rempli de gens qui avaient appris à ne pas voir certaines choses. Je vais chercher ma veste, ai-je dit. Marco m'a attrapé le bras. Sarafina, qu'est-ce que c'est que ça? Une erreur de planning, ai-je menti. Je vais régler ça et je serai de retour dans 1 heure. Il a resserré son étreinte. Pendant 1 seconde, j'ai pensé qu'il allait vraiment me protéger. Puis il a regardé l'homme en blouson de pilote, les SUV visibles à travers la vitre du terminal, et il a lâché mon bras. 1 heure, a-t-il dit. Ou j'appelle la police. Nous savions tous les deux qu'il ne le ferait pas. Le tarmac était froid. Le vent des rotors transformait mes cheveux en une arme contre mon visage alors qu'il me faisait traverser le béton. Il ne me traînait pas, mais ne me donnait pas non plus la possibilité de m'arrêter. L'hélicoptère était de type militaire, sans maquage aérien. La porte était ouverte, et c'est là que j'ai entendu sa voix pour la première fois. Mettez-la dans le siège en face de moi. Elle venait de l'intérieur de l'appareil, grave et maîtrisée. Le genre de voix qui n'avait pas besoin de volume parce qu'elle avait du poids. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré avant même que je ne le voie. Un instinct que je ne voulais pas et que je ne pouvais pas expliquer. Comme si mon corps reconnaissait une menace avant que mon cerveau ne puisse la traiter. Je suis monté à bord. L'homme assis en face de moi m'a donné l'impression que toutes les menaces auxquelles j'allais être confronté aujourd'hui n'étaient qu'un entraînement. Il n'a pas bougé quand je suis entré. Il ne s'est pas levé. Il n'a pas souri. Il n'a rien fait d'autre que me regarder avec une concentration qui a transformé l'hélicoptère en quelque chose de plus petit et de bien plus dangereux qu'il ne l'était 10 secondes auparavant. L'atmosphère a changé. C'était la seule façon de le décrire. La température, la pression, la façon dont le son semblait se courber autour de lui. Costume sombre, yeux sombres, peut-être 40 ans, grec ou méditerranéen. Une présence physique qui ne s'annonçait pas parce qu'elle n'en avait pas besoin. Mon cœur a battu une fois très fort contre mes côtes. Je l'ai immédiatement détesté. La porte s'est refermée brusquement.
Le pilote n'a pas attendu l'autorisation, il a simplement décollé comme si le contrôle aérien était une suggestion et non une loi. L'homme en face de moi n'avait toujours pas détourné le regard. Sarafina, fais-le. Sa voix m'a glissé sous la peau, calme et délibérée. Sieste-toi, j'étais déjà assise, mais mon corps a quand même répondu à l'ordre. J'ai redressé ma colonne vertébrale, aplati mes mains sur mes cuisses, comme si je me préparais à un choc. Tu as répondu à un appel il y a 43 minutes, a-t-il dit. En sicilien, en utilisant un protocole qui n'est plus en vigueur depuis 3 ans. Je ne sais pas ce que vous... Non. Il se pencha en avant. L'espace entre nous s'effondra. Ses coudes reposaient sur ses genoux, si près que je pouvais voir la nuance exacte de ses yeux. Brun foncé, presque noir, avec un liseré doré que je n'avais absolument pas besoin de remarquer. Si près que sa présence devint physique. Une pression contre ma poitrine qui rendait ma respiration difficile. Ma gorge se serra. J'ai écouté cette phrase pendant 2 semaines. Il continua, la voix plus basse, attendant que le témoin réagisse, attendant de voir qui d'autre connaissait la signature d'Antonio Dre. Je me forçais à soutenir son regard, à ne pas réagir à la chaleur qui montait dans mon ventre, indésirable et inappropriée, étant donné que j'étais en train d'être kidnappé. Vous n'appartenez pas au syndicat rival, ai-je réussi à dire. Non. Son sourire était tranchant, froid, dévastateur. Je suis l'homme qu'ils essaient de détruire en tuant votre témoin, et vous venez de leur dire exactement comment s'y prendre. Ce n'est pas vrai. Vous avez répondu selon le protocole sur une ligne compromise, ce qui signifie qu'ils savent désormais que la file d'Antonio est en vie, opérationnelle, et qu'elle protège quelqu'un dont j'ai besoin vivant pour des raisons très différentes. L'hélicoptère a viré. Je me suis agrippé au siège. Il ne bougeait pas du tout, parfaitement équilibré, et j'ai aperçu le bord d'un étui d'épaule sous sa veste. Je me suis forcé à respirer, à penser à autre chose qu'à mon pouls qui battait à tout rompre dans mes poignets, ma gorge, des endroits dont je ne voulais vraiment pas être conscient à ce moment-là. Si vous avez écouté, ai-je dit, alors vous savez que j'essayais de l'aider. Je sais que vous êtes coordinateur pour une compagnie aérienne de luxe. Je sais que vous avez accès au manifeste, au logiciel de routage et au contournement douanier. Je sais que votre père a déplacé 3 témoins avant que quelqu'un ne lui mette 2 balles dans la poitrine. Il a penché la tête, m'étudiant comme si j'étais un manifeste contenant une erreur qu'il ne parvenait pas à trouver. Ce que je ne sais pas, c'est si vous êtes un atout ou un handicap. C'est la 2e fois aujourd'hui que quelqu'un me traite ainsi. Alors vous passez une très mauvaise journée. Il s'est rassis, la distance entre nous s'est à nouveau creusée et j'ai pu respirer correctement pour la première fois depuis qu'il s'était penché vers moi. Je m'appelle Lucien Corinthos. Je gère des réseaux logistiques à travers la Sicile. Port, entrepôt, protection. Et en ce moment, le syndicat Provenzano tente de s'emparer de mon corridor en prouvant que je suis assez faible pour être appâté. Et je suis l'appât. Vous en êtes la preuve. Son regard ne quittait pas le mien. Ils vont vous utiliser pour trouver le témoin. Le tuer, me faire porter le chapeau pour imprudence et briser mes alliances. À moins que je n'agisse en premier. Où allons-nous? Dans un hangar à l'extérieur de Marsala. Sécurisé, hors réseau. Il m'a observé assimiler tout cela. Il a observé le moment précis où j'ai compris que je n'avais aucun moyen de pression et aucune issue. Tu vas me dire tout ce que tu sais sur ce témoin, et ensuite tu vas m'aider à le garder en vie pendant les 12 prochains jours. Et si je ne le fais pas, les hommes de Provenzano te trouveront, t'interrogeront et te tueront quand tu ne leur seras plus utile. Il l'a dit comme s'il s'agissait d'un bulletin météo. Factuel, inévitable. Tu es devenu partie prenante de cette affaire dès l'instant où tu as répondu au téléphone. Je l'ai regardé fixement, ainsi que le pistolet, la porte verrouillée et le pilote qui n'allait certainement pas m'aider. Mes mains tremblantes maintenant, non pas de peur, mais à cause de l'adrénaline, de l'espace confiné, du fait que mon corps faisait des choses que je ne pouvais absolument pas me permettre. Remarquant la façon dont il bougeait, la façon dont sa voix enveloppait certains mots, la chaleur toujours lourde et désagréable dans mon ventre, je l'ai refoulé, enfoui, et je me suis concentré. J'ai besoin de garanties. Ai-je dit? Il a haussé un sourcil. Vous êtes en train de négocier. Vous avez dit que vous ne saviez pas si j'étais un atout ou un handicap. Cela signifie que vous n'avez pas encore décidé quoi faire de moi. Je gardais une voix calme et professionnelle,
Le même ton que j'utilisais avec les diplomates qui pensaient que crier leur permettrait d'obtenir plus rapidement une autorisation. Donc, oui, je suis en train de négocier. Pour la première fois, son expression changea. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus sombre, de plus intéressé. Que voulez-vous? Le témoin reste en vie, quel que soit l'accord que vous concluez. Il témoigne dans 12 jours. D'accord. Ensuite, mon travail. Et je ne peux pas vous aider si je suis sur la liste noire de tous les réseaux aériens en Europe. Je m'occuperai de Marco. Son ton suggérait que Marco serait très motivé à coopérer. Quoi d'autre? Des limites. Je l'ai regardé dans les yeux, même si j'avais l'impression de toucher un fil électrique. Je vous aide à résoudre un problème. Je ne suis pas... Vous n'êtes pas mon prisonnier. Il a terminé la phrase comme s'il l'avait déjà entendue auparavant. Tu es un entrepreneur avec des conditions. Je respecte les conditions. Tu demandes à quelqu'un qui a déjà travaillé avec moi? Son sourire était dangereux. Le genre qui me retournait l'estomac d'une manière que je refusais catégoriquement d'admettre. Je tiens parole. C'est quand je ne la tiens pas que ça coûte plus cher. L'hélicoptère a commencé à descendre. À travers la fenêtre, je pouvais voir un hangar privé, isolé, entouré de champs vides et d'une seule route d'accès. Pas de témoins, pas de caméra, pas d'aide. Une dernière chose, dis-je, la gorge serrée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la peur. Si je fais ça, si je t'aide à garder le témoin en vie pendant 12 jours et à résoudre ton problème avec Provenzano, tu ne me possèdes pas. Quand ce sera fait, je m'en irai sans rien. Lucien m'étudia longuement. Son regard parcourut mon visage, lentement, minutieusement, comme s'il mémorisait des détails dont il pourrait avoir besoin plus tard. Mon pouce s'accéléra à nouveau. Traître que j'étais. Puis il tendit la main. Marché conclu. Je la serrai. Sa poignée de main était ferme, chaleureuse, sa paume rugueuse à certains endroits, ce qui suggérait qu'il ne se contentait pas de donner des ordres derrière un bureau. Et je détestais absolument avoir remarqué la façon dont son pouce avait effleuré mes jointures avant qu'il ne lâche prise. Ce n'était pas un accident, mais un test. Mon souffle s'est coupé. Il l'a entendu. Je le savais, car quelque chose a vacillé dans ses yeux. La conscience, la confirmation d'un chasseur reconnaissant une proie qui venait de montrer sa gorge. Les patins ont touché le sol. Les rotors ont commencé à ralentir. « Bienvenue dans mon monde, Sarafina », a dit Lucien en se levant. L'hélicoptère m'a soudain semblé plus petit avec lui debout. Sa présence remplissait des espaces qui étaient encore respirables 2 secondes auparavant. Nous avons 12 jours pour garder un témoin en vie et détruire l'homme qui tente de l'utiliser contre moi. Essaie de ne pas mourir le premier jour. Il ouvrit la porte et sortit dans le vent. Et je restais assise là, le pouls toujours rapide, la peau encore chaude là où il m'avait touché, et je réalisais avec une lucidité glaciale que je venais d'accepter de passer 12 jours en compagnie d'un homme qui faisait oublier à mon corps toutes les pensées intelligentes que j'avais jamais eues. 12 jours. Je pourrais probablement survivre 12 jours. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une chambre qui n'était pas la mienne, vêtu des habits de la veille, avec une lucidité que seul le fait de dormir dans un endroit dont les portes se verrouillaient de l'extérieur pouvait procurer. Le conteneur était silencieux. La lumière du petit matin filtrait à travers les interstices des parois métalliques, rendant tout gris et industriel. Je me suis assise sur le lit de camp, j'ai passé mes mains dans mes cheveux et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais pris une décision aussi catastrophique. 12 jours avec un baron du crime grec. 12 jours pour garder un témoin en vie. 12 jours pour prouver que je n'étais pas un handicap. On frappa à la porte. « Tu es réveillé ?» La voix de Dante, rude, impatiente. « Oui, le patron veut te voir dans la salle de crise. Dans 5 minutes. » Je me suis levé, j'ai ajusté mes vêtements et j'ai essayé de ressembler à quelqu'un qui n'avait pas accepté de commettre plusieurs crimes avant le petit déjeuner. La salle de crise s'était agrandie pendant la nuit. Plus d'écrans, plus de cartes, plus de gens qui s'affairaient avec une efficacité qui suggérait qu'ils faisaient cela bien avant mon arrivée. Lucien se tenait debout au centre de la table, examinant quelque chose sur une tablette. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins menaçant que dans les hélicoptères, et davantage comme quelqu'un qui dirigeait un empire nécessitant des tableurs. Il a levé les yeux lorsque je suis entré. « Tu as fini par dormir. » « Tant mieux, tu vas en avoir besoin. »
Il m'a fait signe de m'approcher de la table. Nous avons un problème. Je me suis approché. La carte montrait la Sicile marquée de repères colorés et de lignes d'acheminement que je reconnaissais grâce à ma formation en logistique aéronautique. Provnano a acheminé des cargaisons par mon corridor sans autorisation. Lucien a dit qu'il utilisait les ports que je contrôle, les douanes que j'ai payées, les routes que j'ai construites, et qu'il le faisait depuis 3 mois. Comment est-ce possible? Parce que quelqu'un dans mon réseau lui a donné accès. Il a sorti une tablette et m'a montré les registres d'acheminement. Ce sont les manifestes de cargaison de l'entrepôt de Trapani. Vous remarquez quelque chose d'inhabituel? J'ai parcouru les données. Il m'a fallu environ 90 secondes pour repérer la tendance. Les déclarations de poids ne correspondent pas aux capacités des conteneurs. J'ai dit que ces cargaisons étaient répertoriées comme du matériel agricole, mais le tonnage est incorrect. Trop lourd pour des machines, trop léger pour du fret en vrac. Cela signifie que quelqu'un transporte autre chose et utilise des couvertures agricoles pour éviter des inspections. J'ai sorti 3 manifestes spécifiques et j'ai regardé les horodatages des autorisations. Ils ont tous été traités pendant les heures creuses, lorsque votre personnel habituel n'effectue pas de surveillance. L'expression de Lucien n'a pas changé. Mais quelque chose a changé dans son attitude. Son attention s'est aiguisée. Combien de temps cela vous a-t-il pris? 90 secondes. Mon équipe analyse ces registres depuis 2 semaines. Il a posé la tablette. Vous avez trouvé l'anomalie en 90 secondes. C'est mon travail. Je l'ai regardé dans les yeux. Les manifestes ne sont que des puzzles. On apprend à repérer ce qui ne colle pas. Il m'a longuement regardé. Alors montrez-moi comment trouver qui autorise ces expéditions. J'ai rapproché la tablette, mes doigts parcourant des systèmes qui n'étaient pas très différents des bases de données aéronautiques. Journaux d'accès, identifiant utilisateurs, chaîne d'approbation. La réponse est apparue en moins de 5 minutes. Je lui ai tourné l'écran vers lui. Les autorisations tournent entre 3 identifiants différents, mais ils accèdent tous depuis le même terminal physique. Le système de gestion d'entrepôt de TRAP et le schéma d'accès suggèrent qu'il s'agit d'une personne disposant d'une autorisation élevée et sachant comment effacer ses traces. Donnez-moi des noms. Je ne peux pas identifier les utilisateurs à partir de ces données, mais je peux vous indiquer le terminal, le niveau d'accès requis et le schéma comportemental. J'ai affiché un tableau comparatif. Qui que ce soit, cette personne est douée. Elle alterne les identifiants pour éviter d'être détectée, espace les expéditions pour qu'elles semblent aléatoires et utilise des couvertures de cargaison légitimes, mais elle a commis des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Elle en a simplement commis qui apparaissent dans les modèles de données si vous savez où chercher. Lucien a étudié l'écran, puis m'a regardé. Vous venez d'identifier une faille de sécurité que toute mon équipe de renseignement ait manquée. Votre équipe de renseignement cherchait des personnes. J'ai cherché des schémas. Je me suis éloigné de la table, mais il est plus facile de voir le système que la personne qui s'y cache. Sarafina, sa voix était calme, sérieuse. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Quelqu'un qui voit ce que tout le monde manque. Mon pouce est accéléré. Pas à cause de la peur cette fois, mais à cause de quelque chose de plus dangereux. La prise de conscience qu'il me considérait comme précieuse, comme essentielle. Qu'arrive-t-il à ceux qui font cela, ai-je demandé. Je les trouve. Je les élimine. Je m'assure que cela ne se reproduise plus. Son ton était neutre, mais je ne les tue pas. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Que faites-vous? Cela dépend s'ils m'ont trahi pour de l'argent ou sous la contrainte. Il a ouvert un autre écran. Dans tous les cas, ils perdent leur accès, leur crédibilité et tout avenir dans ce monde. C'est une mort plus lente qu'une balle, mais elle est définitive. J'aurais dû être troublé. J'aurais dû m'éloigner de la désinvolture avec laquelle il parlait de détruire l'existence entière de quelqu'un. Au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose. Un soulagement qu'il ait des règles. Que la violence ne soit pas sa première solution. Que peut-être, travailler avec lui pendant 12 jours ne me transformerait pas en quelqu'un que je ne reconnaîtrais pas. Le lendemain a commencé avec un café qui semblait avoir été préparé dans un fourgon de surveillance et un appel téléphonique que je redoutais. Le nom de Marco s'affichait sur l'écran de mon portable. Lucien m'observait le fixer. Répondre. Mettre le haut-parleur, je l'ai fait. Sarafina. La voix de Marco était tendue. Professionnelle. Je veux que vous reveniez au terminal. Nous devons discuter de votre absence non autorisée.
Je m'occupe d'un dossier client pendant 48 heures sans autorisation. Il a expiré. La sécurité a visionné les images. Vous êtes parti avec un hélicoptère banalisé. Sans plan de vol, sans autorisation. Je vais devoir faire un rapport. Mon estomac s'est noué. Marco. Lucien a tendu la main. Je lui ai passé le téléphone. Monsieur Bellini, a dit Lucien d'une voix agréable et absolument terrifiante. Je m'appelle Lucien Corinthos. Sarafina s'occupe actuellement d'une question délicate pour mon organisation. Elle reviendra lorsque le travail sera terminé. Silence à l'autre bout du fil. Puis Corinus, je ne savais pas. Maintenant, vous le savez. Le ton de Lucien ne changea pas. Vous recevrez cet après-midi un appel d'une personne que vous respectez beaucoup. Cette personne confirmera que l'absence de Sarafina est autorisée, temporaire et essentielle au maintien de plusieurs relations clients très lucratives dont dépend votre entreprise. Je comprends. Vraiment. Parce que si j'apprends que vous avez déposé un rapport, lancé une enquête ou fait quoi que ce soit d'autre que protéger sa position jusqu'à son retour, le prochain appel que vous recevrez sera très différent. Une pause. Suis-je clair? Tout à fait clair. Lucien a mis fin à l'appel. Il m'a rendu mon téléphone. Je l'ai regardé fixement. Vous venez de protéger votre emploi. Comme convenu, il est retourné à table comme s'il n'avait pas donné l'impression que mon patron était sur le point de fondre en larmes. Vous ne me serez d'aucune utilité si vous êtes sur la liste noire des réseaux aériens. Qui va l'appeler? Quelqu'un qui détient 40% de la compagnie aérienne pour laquelle Marco travaille. Lucien a recherché un contact sur son téléphone. Il appellera Marco à 14 heures. À 14h15, vous aurez un congé officiel et une note élogieuse dans votre dossier. Vous pouvez le faire. Je peux faire beaucoup de choses, Sarafina, et la plupart consistent à faire disparaître les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Son regard croisa le mien. Ton emploi est sauvé. Cesse de t'inquiéter et concentre-toi sur la protection du témoin. Et juste comme ça, le poids que je portais depuis hier, la peur de perdre tout ce que j'avais construit, d'être mise sur liste noire, de devenir inemployable, s'est envolé. Il avait tout réglé d'un simple coup de fil. Merci, dis-je doucement. Ne me remercie pas. Tu l'as mérité en trouvant cette faille. Il désigna les écrans. Maintenant, trouvons comment contacter ton témoin sans que Provenzano n'intercepte la communication. Le lendemain, j'avais arrêté de compter les heures et commencé à réfléchir en termes d'opération. Opération numéro 1. Établir une communication sécurisée avec le témoin. Opération numéro 2. Vérifier si la planque de Ragusa avait réellement été compromise ou s'il s'agissait simplement de paranoïa. Opération 3. Établir un itinéraire d'extraction que Provenzano ne pourrait pas prévoir. Le témoin, qui s'appelait Paolo, avait été coordinateur logistique pour un réseau de trafic qui transportait des personnes à travers la Sicile comme du fret. Il avait conservé des registres détaillés, complets et accablants qui détruiraient non seulement les activités de Provenzano, mais aussi celles de 6 autres réseaux opérant en Méditerranée. Et dans 8 jours, il devait témoigner. Pourquoi Provenzano veut-il sa mort? Demandai-je à Lucien, en le regardant examiner les images de vidéosurveillance de Ragusa. Si le témoignage de Paolo détruit plusieurs réseaux, pourquoi Provenzano le prend-il personnellement? Parce que je le protège. La voix de Lucien était neutre. Provenzano sait que si je réussis à transférer Paolo à Rome, à le faire témoigner en toute sécurité et à démontrer que mon réseau peut protéger des témoins de grande valeur, je deviendrai le corridor le plus fiable de Sicile. Et cela le menace. Cela le détruit parce que la seule chose qu'il a de plus que moi, c'est sa réputation. Il est plus bruyant, plus médiatisé, plus enclin à faire des exemples. Lucien s'est calé dans son fauteuil. Mais si je prouve que la compétence discrète l'emporte sur la violence publique, tous ses clients viendront à moi. Donc, ce n'est pas à propos de Paolo. C'est à propos de toi. C'est à propos des deux. Son regard a croisé le mien. J'ai besoin que Paolo reste en vie parce qu'il mérite que justice soit faite. Mais j'ai aussi besoin qu'il reste en vie parce que le déplacer en toute sécurité est la plus grande victoire stratégique que je puisse remporter contre Provenzano. Je l'ai étudié, essayant de trouver le mensonge, l'angle, la partie qui ne collait pas. Vous vous souciez vraiment, ai-je dit lentement, des personnes qu'il protège en témoignant. Ne me rendez pas noble, Sarafina. Je ne le suis pas. Mais quelque chose a vacillé dans son expression, quelque chose de presque humain.
Je ne tire simplement aucun profit de la souffrance. Il existe des moyens plus propres de bâtir un empire. Le lendemain, nous avons été confrontés à notre première véritable épreuve. L'un des contacts de Lucien au port est signalé une activité inhabituelle près de la région de Ragusa. Des véhicules inconnus, des schémas de surveillance qui suggéraient que quelqu'un cartographiait des itinéraires et calculait des fenêtres temporelles. Provenzano sonde le terrain, a déclaré Dante en examinant les renseignements. Il n'agit pas encore, mais il se positionne. Dans quel but, ai-je demandé. Pour le moment où nous tenterons de le déplacer. Lucien a sorti une carte et a marqué les lieux de surveillance. Il surveille les routes, les aéroports, les ports. Il attend que nous agissions pour pouvoir nous intercepter. Alors nous ne déplaçons pas Apollo pour l'instant. Nous ne pouvons pas le laisser à Ragusa pendant 8 jours supplémentaires. Plus il reste là-bas, plus Provenzano a de chances de le trouver. La frustration de Lucien était désormais visible. Les fissures dans le contrôle que j'avais observé pendant 4 jours. Nous devons le déplacer vers un endroit plus sûr. Mais toutes les routes qui sortent de Ragusa sont surveillées. J'ai regardé la carte, les points de surveillance, les schémas que je commençais à reconnaître. Et si nous ne le déplacions pas, ai-je dit, les 2 hommes se sont tournés vers moi. Et si nous l'enfoncions plus profondément? J'ai pointé la carte. Provenzano surveille les routes de sortie, les routes, les aéroports, les ports. Il suppose que nous essayons de faire sortir Polo de la région, car c'est la stratégie logique. Mais que se passerait-il si nous le transférions dans une autre province, dans une maison sécurisée? Provenzano ne surveillait pas cet endroit, car cela n'a aucun sens sur le plan tactique. J'ai tracé un itinéraire sur la carte. Il y a ici des propriétés rurales à l'intérieur des terres, loin de tout grand centre de transit. Si nous le transférons de nuit par des routes agricoles, les équipes de Provenzano ne surveilleront pas cet itinéraire. Nous gagnons du temps. Lucien a étudié la carte. C'est contre-intuitif, c'est pourquoi cela pourrait fonctionner. Mais cela nous piège également. Si Provenzano découvre que Paolo est toujours à Ragusa, il verrouillera toute la province. Alors, nous ne lui laisserons pas le temps de s'en rendre compte. J'ai sorti un calendrier. Nous partons ce soir. Nous lui donnons 5 jours dans le nouvel endroit. Assez de temps pour que la surveillance de Provenzano change d'objectif. Puis, le 11e jour, nous le transférons à l'aérodrome de Camiso et le faisons partir en avion avant que quiconque ne se rende compte que nous n'avions jamais prévu de l'extraire par voie terrestre. Dante regarda Lucien. C'est risqué, mais c'est intelligent. Lucien me regardait. Tu penses comme quelqu'un qui a déjà fait ça. Je pense comme quelqu'un qui fait contourner les mauvaises conditions météorologiques et les incidents diplomatiques aux avions. Je soutins son regard. Les mêmes principes. Éviter la voie évidente. Utiliser le timing et la diversion. Agir quand tout le monde regarde dans la mauvaise direction. Il resta longuement silencieux. Puis nous ferons comme tu le proposes. Dante, coordonne le transport. Je veux que Paolo soit transféré avant minuit. Dante acquiesça et quitta la pièce. Lucien se plaça en face de moi, près de la table où se trouvait la carte. « Tu viens de changer toute notre stratégie d'extraction, » dit-il doucement. « Est-ce un problème? » Non. Sa voix était douce, presque interrogative. C'est la première fois en 3 ans que quelqu'un me propose un plan meilleur que celui que j'avais déjà. Mon souffle se coupa, non pas par peur, mais à cause de sa proximité, de la façon dont il me regardait. Comme si j'étais une variable qu'il n'avait pas prise en compte et qu'il ne parvenait pas à résoudre. « Sarafina », dit-il en prononçant mon nom comme s'il en testait le poids. « Si ça marche, si nous déplaçons Paolo ce soir et que Provenzano ne s'en aperçoit pas, vous aurez sauvé toute cette opération. Et si ça ne marche pas, alors nous apprendrons tous les deux ce qui se passe quand je fais confiance au jugement de la mauvaise personne. » Son sourire était faible, conscient de lui-même. Encore une fois, il y avait là une histoire, une blessure, quelque chose qui expliquait pourquoi chaque décision stratégique semblait être un risque qu'il évaluait par rapport à ses échecs passés. Mais avant que je puisse poser la question, Dante revint avec des nouvelles logistiques et le moment fut brisé. Le 6e jour, je vis Lucien vraiment inquiet pour la première fois. Le transfert de Paolo avait fonctionné. Il se trouvait dans la nouvelle planque, rurale et isolée, surveillé par 2 des personnes les plus fiables de Lucien. Mais Provenzano avait réagi.
Non pas par la violence, mais par l'information. Une fuite vers un journaliste local concernant la file d'Antonio Dovi, travaillant avec des réseaux logistiques siciliens. Mon nom, mon travail, l'histoire de mon père. Tout cela assemblé dans un article qui me faisait passer exactement pour ce que Provenzano voulait. Un criminel suivant les traces d'un criminel. L'article serait publié dans 2 jours, à moins que quelqu'un ne l'empêche. Pouvez-vous l'empêcher? Ai-je demandé à Lucien. Je peux le retarder, peut-être même l'annuler complètement si j'exerce suffisamment de pression. Il examinait les options sur sa tablette, passant en revue ses contacts et ses moyens de pression. Mais l'information est déjà là. Même si nous arrêtons ce journaliste, Provenzano peut les transmettre à 10 autres. Donc ma réputation est détruite de toute façon. Pas détruite. Compliquée, il posa la tablette. Je peux gérer le récit. Je le transforme en une histoire sur un coordinateur qui aide les forces de l'ordre. Je te fais passer pour un atout plutôt que pour un criminel. Mais cela nécessite la coopération de personnes que je ne contrôle pas entièrement. Est-ce que ça marchera? Probablement. Il croisa mon regard. Mais il y a un prix à payer. Quel prix? Vous serez visible, connu, lié publiquement à mon réseau. Sa voix était prudente. Vous avez demandé à garder votre travail pour survivre à cela. Je peux vous l'accorder. Mais votre vie privée, votre capacité à vous en sortir indemne quand tout cela sera terminé, cela deviendra plus difficile. Je m'assis, réfléchis à ce qu'il venait de me dire. Une fois mon nom lié à son opération, je ne pourrai plus disparaître. Je serai marqué, suivi, associé à jamais au genre de monde qui a causé la mort de mon père. Si tu veux t'en sortir, dit Lucien doucement, c'est le moment. Je peux te mettre en sécurité, te payer pour le travail que tu as accompli. Tu n'auras plus jamais à me revoir après le témoignage de Paolo. Et le témoin. Je trouverai un autre moyen de le déplacer, d'accord? Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. Parce qu'en 6 jours, j'ai résolu 2 problèmes majeurs que tu ne pouvais pas résoudre seul. La fuite dans l'entrepôt, la voie d'extraction. Si je pars, as-tu vraiment un autre moyen? Ou m'offres-tu simplement une sortie qui te coûtera l'opération? Son expression était indéchiffrable. Est-ce important? Oui. Parce que si tu m'offres la liberté tout en sachant que cela condamne tout ce que nous avons construit, ce n'est pas du respect, c'est de la culpabilité. Peut-être les deux. Il s'est appuyé contre la table. Il y a 3 ans, quelqu'un est resté dans mon organisation alors qu'il aurait dû partir. Il est resté parce que j'avais besoin de lui, parce que le travail était important, parce que je l'avais convaincu qu'il était indispensable. Et cela l'a détruit. Sophia, a-t-il dit en levant brusquement la tête. Comment? Dante l'a mentionné une fois en passant. Je me suis levé. Je ne suis pas son illusion. Tout le monde dit ça. Je sais, mais je ne partirai pas non plus. Je me suis approché, assez près pour voir l'épuisement dans ses yeux. Le poids de diriger un empire qui exigeait des calculs constantes. Pas parce que tu as besoin de moi, parce que j'ai besoin de ça. Ce travail qui a du sens. Un endroit où mes compétences ne sont pas gaspillées à réparer les erreurs manifestes des autres. Ma voix était ferme, assurée. Tu m'as demandé ce que je voulais le premier jour. Je voulais que le témoin vive, que mon travail survive et que je sois libre de partir. Vous avez exaucé 2 de ces souhaits et je choisis de ne pas utiliser le 3e. Sarafina, publiez l'article. Gérez le récit comme vous le souhaitez. Je m'occuperai de ma visibilité. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Bart, mais je resterai jusqu'à ce que Paolo témoigne, et ensuite nous verrons si j'ai toujours envie de partir. Pendant un long moment, il m'a simplement regardé. Puis, si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre, il a dit « Tu vas te faire tuer. Peut-être, mais je mourrai en faisant quelque chose qui compte plutôt qu'en répondant au téléphone pour un patron qui me considère comme un boulet. » Quelque chose s'est brisé dans son expression. Pas tout à fait un sourire. Quelque chose de plus rare. Tu parles exactement comme ton père. Tant mieux. Il avait raison sur la plupart des choses. J'ai reculé, lui laissant de l'espace. Passe les coupes de fil. Fais ce que tu as à faire. Je serai là. Il acquiesça d'un signe de tête sec, puis sortit son téléphone et commença à faire disparaître ma vie privée. Le 7e jour s'est terminé comme la plupart des jours précédents. Des écrans brillants dans l'obscurité tordant la nuit.
Le genre d'épuisement qui vient quand on gère des imprévus jusqu'à ce que le cerveau abandonne. J'étais en train de vérifier les horaires de vol quand Lucien est apparu à la porte de la salle de crise. « Tu devrais dormir, m'a-t-il dit. Toi aussi, je finirai par le faire. » Il entra dans la pièce avec 2 tasses de café qui sentaient nettement meilleures que tout ce que nous avions bu de toute la semaine. « J'ai pensé que tu en aurais besoin. » Je pris la tasse. Nos doigts se frôlèrent. La même décharge électrique que le premier jour, nette et indéniable. Nous l'avons tous les deux remarqué. Aucun de nous n'en a parlé. Les articles ont été supprimés, dit-il en s'asseyant en face de moi. J'ai échangé 3 faveurs et une somme d'argent importante, mais c'est fait. Votre nom reste intact. Merci. Le prochain sera plus difficile. Provenzano ne cessera pas d'essayer de vous dénoncer. Il but son café. Son épuisement était visible dans son attitude. Mais êtes-vous sûr de vouloir rester visible? Je suis sûr de ne pas vouloir fuir. Ce n'est pas la même chose. C'est presque pareil. Je posais ma tasse. Puis-je vous poser une question? Vous pouvez demander. Je ne répondrai peut-être pas. Sofia, que lui est-il arrivé? Son expression s'est fermée. Ce n'est pas une conversation pour ce soir. Quand est-ce une conversation pour? Peut-être jamais, mais il ne s'est pas levé. Il n'est pas parti. Pourquoi veux-tu savoir? Parce que tu compares chacune de mes décisions aux siennes. Et si je dois rester ici pendant les 5 prochains jours, j'ai besoin de savoir à quoi je suis comparé. Lucien est resté silencieux pendant un long moment. Elle était ma coordinatrice logistique. Brillante, impitoyable, exactement le genre de personne dont on a besoin dans ce monde. Je lui faisais entièrement confiance. Et elle a vendu des informations sur les itinéraires à mes concurrents parce qu'ils retenaient sa sœur en otage. Elle a fait un choix. La famille plutôt que la loyauté, et je ne l'ai su que lorsque la moitié de mon réseau était déjà compromise. Sa voix était plate, vide. Quand j'ai découvert pourquoi elle avait fait ça, sa sœur était déjà morte. Et j'avais déjà détruit la vie de Sofia pour m'avoir trahi. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Hein. Elle a disparu. Je l'ai cherchée pendant 3 ans. Je l'ai cherchée. Son regard croisa le mien. Parce que j'ai choisi ma blessure plutôt que la vérité, et je ne peux pas revenir en arrière. Ma poitrine se serra. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Cela m'a appris une leçon importante. Son sourire était amer. La confiance est un handicap dans ce monde. Les systèmes sont plus sûrs. Alors pourquoi me faites-vous confiance? Je ne vous fais pas confiance. Je vous teste. Mais la façon dont il l'a dit, l'épuisement, l'honnêteté suggérait qu'il n'était plus sûr que cela soit vrai. Chaque plan que vous élaborez, chaque problème que vous résolvez, chaque choix que vous faites, je vous observe pour voir si vous êtes là. Si tu vas attendre que j'aie le plus besoin de toi pour ensuite tout détruire. Et qu'as-tu appris jusqu'à présent? Il m'a regardé longuement. Que tu es terrifiant, a-t-il dit doucement. Parce que tous mes instincts me disent que tu es exactement ce dont j'ai besoin. Et la dernière fois que j'ai cru cela, j'ai perdu tout ce qui comptait. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais pas comment lui promettre que je ne le briserais pas, alors qu'il avait déjà décidé que je le ferais. Alors, je me suis contenté de dire, je ne pars pas. Pas avant 5 jours, et probablement pas après non plus. Pourquoi? Parce que pour la première fois en 3 ans, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. J'ai soutenu son regard. Même si cela te terrifie, même si cela me terrifie. Lucien s'est tenu debout entre nous. Il ne m'a pas touché, mais il était suffisamment proche pour que je puisse sentir sa chaleur dans la façon dont l'air changeait lorsqu'il s'approchait de moi. Encore 5 jours, a-t-il dit doucement. Et ensuite, nous verrons si tu penses toujours cela. Je le ferai. Tu ne le sais pas. Toi non plus. Je n'ai pas reculé, mais je suis prête à le découvrir. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'embrasser. Au lieu de cela, il a reculé. Il a mis de la distance entre nous comme si cela lui faisait physiquement mal. Va dormir, Sarafina. Le 8e jour sera pire. Il est parti, et je suis restée assise dans le noir, le cœur battant à toute rompre, et j'ai réalisé qu'à un moment donné au cours des 7 derniers jours, j'avais cessé d'être son contractante pour devenir quelque chose de bien plus dangereux. Quelqu'un dont il essayait très fort de ne pas se soucier, et quelqu'un qui échouait lamentablement à ne pas s'en soucier en retour. Le lendemain matin, le bruit des bottes sur le béton et le genre de chaos organisé qui signifiait que quelqu'un allait passer une très mauvaise journée m'ont réveillé.
J'ai trouvé Lucien dans la salle de crise, entouré de son équipe principale, en train d'examiner des images de surveillance avec une concentration telle que la température semblait baisser. Le responsable de l'entrepôt de Trapani a dit Dante en montrant les écrans. Nous avons confirmé que c'est lui qui autorise les expéditions de Provenzano. Il le fait depuis 4 mois. Amenez-le, dit Lucien. Je veux que tous les membres du réseau voient ce qui arrive quand on vend l'accès à mon couloir. Je les ai regardés coordonner l'extraction. Une efficacité clinique. Le genre d'opération qui avait déjà été menée une centaine de fois auparavant. Personne n'a parlé de le tuer, juste de le ruiner de manière permanente et irrémédiable. 2 heures plus tard, le responsable de l'entrepôt se tenait dans un bâtiment de Trapani, entouré de témoins, de caméras et des hommes de Lucien qui consignaient chacun de ses mots. J'ai regardé la retransmission depuis Marsala. La voix de Lucien était claire et froide. Tu as donné à Provenzano accès à mes racines. Tu as mis mon peuple en danger. Tu as violé la seule règle qui compte dans cette organisation. L'homme a essayé d'expliquer, d'essayer de négocier. Lucien l'a interrompu d'un geste. Ce qui s'est passé ensuite était efficace, professionnel. Des os brisés, une réputation détruite, des contrats annulés, des partenariats commerciaux dissous. Le genre de destruction systématique qui le suivrait pour le reste de sa vie. J'ai détourné le regard. Cela te dérange, a observé Dante à côté de moi. Il a cassé le bras de quelqu'un pour avoir vendu des informations. Il a cassé le bras de quelqu'un pour avoir compromis une opération qui nourrit 300 familles. Le ton de Dante était neutre. Le patron ne punit pas les erreurs. Il punit la trahison. Il y a une différence. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai regardé fixement. Mon instinct me criait que répondre serait une erreur. J'ai répondu quand même. Mademoiselle Dove, la voix était plus âgée. Accent sicilien cultivé. Je m'appelle Santo Provenano. Je crois que vous me cherchiez. Mon sang se glaça. Dante tourna brusquement la tête vers moi. Il articula silencieusement. Haut-parleur. J'appuyai sur le bouton. Je ne vous cherche pas, dis-je prudemment. Non. Alors pourquoi avez-vous aidé Lucien Corinus à identifier mon associé dans son réseau d'entrepôt? Le ton de Provenano était agréable. Conversational. C'était impressionnant, au fait. 90 secondes pour repérer un schéma que mon homme a mis 4 mois à construire. Votre père serait fier. Ne parle pas de mon père. Pourquoi pas? Antonio était un homme brillant. Tragique dans ses principes. Ils l'ont fait tuer. Une pause. Mais tu es plus intelligente que lui, n'est-ce pas? Tu comprends que la loyauté n'est qu'une transaction comme une autre. Que veux-tu pour que je te fasse une offre? Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Pars maintenant. Quitte l'opération Carinthis. Je te paierai le triple de ce qu'il t'a promis et tu n'auras plus jamais à te soucier de ton travail dans l'aviation. Je ne suis pas à vendre. Tout le monde est à vendre, Sarafina. C'est juste une question de prix. Sa voix se durcit. Mais si l'argent ne t'intéresse pas, peut-être que les conséquences t'intéresseront. Parce que dans environ 6 heures, des preuves vont apparaître montrant que tu m'as fourni les informations de routage de Corinthis pendant les 2 dernières semaines. Mon estomac se noua. C'est impossible. Je n'ai jamais... Peu importe ce que tu as fait, ce qui compte, c'est ce que montrent les preuves. Il laissa cette information faire son chemin. Corinus verra les registres. Il fera son audit. Et il se rendra compte que la femme en qui il avait confiance, la femme qui a été au cœur de ses opérations pendant 1 semaine, a travaillé pour moi pendant tout ce temps. Il ne croira pas à des preuves falsifiées, n'est-ce pas? Le rire de Provenano était glacial. Demande-lui ce qu'il pense de Sofia. Demande-lui ce qui s'est passé la dernière fois qu'une personne en qui il avait confiance s'est avérée être un handicap. Ensuite, décide si tu veux vraiment être là quand il verra ses journaux. La ligne a été coupée. Je suis resté là, le téléphone à la main, le cœur battant à toute rompre. Dante était déjà en train de s'activer, de démarrer les systèmes, de se préparer à tout ce qui pourrait arriver. C'est un coup monté, ai-je dit. C'est évident, c'est un coup monté. Je sais, mais Provenano est doué pour ça. L'expression de Dante était sombre. Et le patron, il a un point faible pour la trahison. Quand il verra la preuve que quelqu'un l'a vendu, il supposera que c'est vrai. Il voudra te croire.
Mais il y a 3 ans, quelqu'un qu'il aimait a détruit la moitié de son opération. Dante croisa mon regard. Ses registres vont sembler parfaits, et son instinct lui dira d'éliminer la menace avant qu'elle ne l'élimine. 4 heures plus tard, Lucien entra dans le hangar, l'air d'avoir vieilli d'une décennie. Il ne dit rien, me fit simplement signe de le suivre dans la salle de crise. Dante était déjà là, tablette à la main, l'expression soigneusement neutre. « Montre-lui », dit Lucien. Dante tourna l'écran vers moi, montrant des dizaines de journaux de routage, des manifestes auxquels j'avais accédé au cours de la semaine précédente. Les noms des clients, les données de vol, les informations douanières, le tout regroupé dans des transmissions cryptées vers une adresse IP enregistrée sur le réseau de Provenzano, avec ma signature numérique sur chaque fichier. « Je n'ai pas envoyé ça », dis-je immédiatement. « Je n'ai jamais vu cette adresse IP et je ne sais même pas comment configurer un routage crypté comme celui-là. Mais vous avez accédé à ces manifestes. » La voix de Lucien était plate, vide. « Oui, pour vous permettre de mettre en place la couverture de l'évacuation médicale, pour vérifier l'itinéraire d'extraction de Paolo, pour analyser la sécurité de votre réseau. » Je les regardais tour à tour. C'est exactement ce que Provenzano avait dit qu'il ferait. Il me tend un piège pour semer le doute dans votre esprit. Ou alors tu es exactement ce que tu sembles être. Les yeux de Lucien étaient froids. Un infiltré qui se joue de moi depuis que je t'ai sorti de ce terminal. Tu ne crois pas ça. Je ne sais pas ce que je crois. Il s'est approché. Ces journaux montrent des transmissions remontant au jour précédent ton extraction, avant même que tu ne saches que j'existais. Alors les horodatage sont falsifiés. Les métadonnées concordent. Les protocoles de cryptage correspondent aux méthodes connues de Provenzano. Les schémas d'accès correspondent à tes sessions de travail. Sa voix devenait plus calme, plus dangereuse. Tout cela semble réel parce qu'il est doué pour les pièges. Il m'a dit qu'il allait faire ça. Il m'a appelé il y a 4 heures et m'a prévenu que l'épreuve allait arriver. Je criais maintenant. Le contrôle se fissurait. Pourquoi vous parlerais-je de cet appel si je travaillais réellement pour lui? Pour établir une couverture afin de vous faire passer pour innocent avant que les preuves ne soient révélées. L'expression de Lucien était un masque. C'est une stratégie intelligente. C'est exactement ce que je fais. La pièce est devenue silencieuse. Dante nous regardait tour à tour, calculant clairement à quel point la situation allait empirer. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. De la rage, de la douleur, le genre de trahison qui vient du fait d'avoir fait confiance à quelqu'un qui venait de prouver qu'il s'était toujours attendu à ce que vous échouiez. Alors c'est ça. Ma voix tremblait. Vous voyez quelques faux journaux et tout ce que j'ai fait la semaine dernière ne signifie rien. Ce que vous avez fait, c'est trouver des schémas, résoudre des problèmes et vous rendre indispensable. Le ton de Lucien était clinique. Tout cela fait de toi soit le meilleur atout que j'ai jamais eu, soit la menace la plus dangereuse. Et tu ne peux pas savoir lequel des deux. Non, je ne peux pas. Il a fait un pas en arrière. Dante, enferme-la dans la pièce du fond. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de communication jusqu'à ce que j'aie vérifié les preuves. Patron, fais-le. Dante s'est approché de moi, désolé mais obéissant. Je ne me suis pas débattu. Je n'ai pas crié. Je l'ai simplement laissé m'escorter jusqu'à la petite pièce. Je l'ai regardé prendre mon téléphone. J'ai entendu le verrou cliquer de l'extérieur. Puis je me suis assise sur le lit de camp et je me suis laissé aller à ressentir. Lucien avait choisi sa blessure plutôt que tout ce que nous avions construit. Sa peur plutôt que les preuves. Son passé plutôt que la possibilité que je dise la vérité. Et j'avais peut-être 6 heures avant qu'il ne décide que j'étais trop dangereuse pour rester en vie. Je me suis accordé 10 minutes. 10 minutes pour ressentir la douleur, la colère, la compréhension écœurante que quoi que je fasse, Lucien verrait toujours Sophia quand il me regarderait. Puis j'ai commencé à chercher une issue. Pas pour sortir de la pièce, cependant. Je pourrais probablement y parvenir avec suffisamment de temps et les bons outils. Pour échapper à l'accusation, la pièce n'avait ni ordinateur ni téléphone, aucun moyen d'accéder au système dont j'avais besoin pour prouver que les journaux étaient falsifiés, mais elle avait une grille de ventilation et là où il y avait des bouches d'aération, il y avait des câbles. J'ai tiré la chaise, je suis monté dessus. J'ai dévissé la grille avec le bord métallique du cadre du lit. L'espace au-dessus était étroit, exigu,
mais je pouvais voir l'infrastructure, les lignes électriques, les câbles de données, les commandes de notre système environnemental. Mon père disait souvent que les meilleurs itinéraires étaient ceux que personne ne pensait surveiller. Le même principe s'appliquait au réseau. J'ai retiré un câble de données, je l'ai soigneusement dénudé avec mes dents, exposant le fil de cuivre en dessous. Puis j'ai utilisé le cordon de la lampe déconnecté du mur, que j'ai tordu pour créer un pont d'induction rudimentaire afin d'établir une connexion. C'était illégal. Cela allait clairement à l'encontre de tous les protocoles de sécurité informatique jamais écrits. Probablement quelque chose qui m'aurait valu d'être arrêté si j'avais essayé ailleurs. Mais cela m'a donné un accès en lecture seul au réseau de Lucien. Limité, enfoui sous des couches de sécurité que je ne pouvais pas franchir. Mais suffisant. J'ai sorti le manifeste que Provenzano avait falsifié, celui avec mes identifiants, mes horodatages, ma prétendue trahison, et j'ai commencé à chercher des failles. Il m'a fallu 90 minutes pour les trouver. Et les horodatages étaient parfaits. Les identifiants étaient parfaits. Le cryptage était parfait, trop parfait, car enfoui dans les métadonnées, la partie que la plupart des gens n'auraient jamais pensé vérifier était une balise de localisation géographique. Chaque fichier auquel j'avais réellement accédé depuis le hangar de Marsala avait une localisation IP spécifique jusqu'à l'installation, au conteneur, au terminal. Les fichiers falsifiés avaient les mêmes identifiants, les mêmes horodatages, mais la localisation géographique était erronée. Pas Marsala, ni même la Sicile. Rome, une ferme de serveurs à l'extérieur de Rome dont je ne m'étais jamais approché à moins de 300 kilomètres. Quelqu'un avait usurpé mes identifiants, copié mes habitudes d'accès, construit un cadre parfait, mais avait oublié de nettoyer les métadonnées géographiques qui indiquaient l'origine réelle des fichiers. Je l'ai documenté, j'ai copié les preuves à l'endroit unique auquel j'avais accédé suffisamment profondément pour que personne ne pense à chercher à moins de savoir exactement où les trouver. Puis j'ai fait quelque chose d'imprudent. J'ai tendu un piège. Si Provenzano voulait la preuve que je travaillais pour lui, je lui donnerais cette preuve, mais pas celle qu'il attendait. J'ai créé un manifeste leurre, un plan d'acheminement qui ressemblait à une opération majeure de Corinthus. Une cargaison spécifique, un timing spécifique, une destination spécifique, mais en réalité, il était conçu pour exposer le réseau de Provenzano. L'itinéraire passait par des aéroports qu'il contrôlait, faisait appel à des douaniers qu'il avait achetés et se terminait dans un entrepôt enregistré sous le nom d'une de ses sociétés écrans. Je l'ai marqué de mes références, je l'ai rendu évident, j'ai fait croire que je préparais une remise et je l'ai programmé pour qu'il soit mis en service dans 2 heures. Provenzano le verrait. Ses hommes se déplaceraient pour l'intercepter et se positionneraient à l'entrepôt, prêts à réclamer tout ce que Lucien était censé transporter. Sauf que Lucien ne transporterait rien. Il regarderait les hommes de Provenzano exposer toute leur opération en se présentant pour réclamer une cargaison qui n'existait pas. C'était un pari, un piège qui exigeait un timing parfait et que Provenzano morde à l'hameçon. Et si cela échouait, je venais de fournir à Lucien la preuve que je collaborais activement avec son ennemi. Je déconnectai le pont, remis le grand en place, me rassis et attendis. 90 minutes plus tard, la serrure cliqua. Lucien ouvrit la porte. Il avait de l'air épuisé, à vif, comme s'il avait passé tout ce temps à se battre avec lui-même pour savoir quoi faire de moi. « J'ai effectué l'audit, dit-il, et les preuves sont convaincantes. Celui qui l'a construit savait exactement comment le rendre réaliste. » Il s'est appuyé contre le cadre de la porte. « Mais il y a un problème. »« Quoi, toi? » Ses yeux ont croisé les miens. « Parce que tous mes instincts de survie me crient que tu es une menace que je dois éliminer. Et tous les autres instincts que j'ai développés au cours de la semaine dernière me disent que tu ne l'es pas. Lequel vas-tu écouter? Je ne sais pas encore. » Il a expiré et j'ai entendu la fatigue dans son souffle. Dante pense que je suis paranoïaque. Il dit que Provenzano me tend un piège et que je suis sur le point de commettre la même erreur qu'avec Sofia. Quelle erreur? Faire davantage confiance à ma peur qu'à la personne qui se trouve devant moi. La voix de Lucien était rauque. Sofia n'était pas entièrement coupable. Les preuves étaient réelles. Elle a vendu des informations, mais elle a été victime de chantage. Sa sœur était retenue en otage. Elle a choisi sa famille plutôt que sa loyauté parce que je ne lui ai laissé aucun autre choix. Que lui est-il arrivé? Je ne l'ai pas écouté.
J'ai pensé qu'elle mentait, qu'elle manipulait pour essayer de se sauver. Il a regardé le sol. Alors, j'ai détruit sa réputation, je l'ai exclue de mon réseau, je me suis assuré qu'elle ne pourrait plus jamais travailler. Sa sœur est morte quand même. Et Sophia, je ne sais pas où elle est. Je ne sais même pas si elle est encore en vie. Ma gorge s'est serrée. Lucien, je te raconte tout ça pour que tu comprennes pourquoi je ne peux pas me permettre de me tromper. Ses yeux étaient hantés. Si tu mens, des gens mourront. Si je me trompe à ton sujet, il s'est arrêté. Je perdrai la seule personne qui essaie réellement de sauver cette opération. Je ne mens pas. Je veux y croire. Sa voix s'est brisée. Mais vouloir et savoir ne sont pas la même chose. Je me suis avancé vers lui. J'ai tendu un piège. J'ai dit, pendant que tu effectuais ton audit, j'ai piraté ton système environnemental. J'ai trouvé les métadonnées géographiques qui prouvent que ces journaux ont été falsifiés à partir d'un serveur à Rome. J'ai créé un manifeste leurre qui va forcer Provenzano à exposer son réseau. Lucien m'a regardé fixement. Tu as fait quoi? J'ai utilisé l'accès à la ventilation pour me connecter à tes câbles de données. J'ai créé une connexion rudimentaire qui m'a donné un accès en lecture seule. J'ai soutenu son regard. Les fichiers falsifiés ont une géolocalisation hyper-ROM. J'ai des preuves. Elles se trouvent dans vos journaux de diagnostic environnemental. Et le manifeste leurre sera activé dans 30 minutes. Si les hommes de Provenzano se présentent à l'entrepôt pour intercepter une cargaison qui n'existe pas, vous aurez la preuve que je ne travaille pas pour lui. Parce que si c'était le cas, je saurais que la cargaison est fausse. Il m'a simplement regardé, silencieux, réfléchissant. Vous avez piraté mon système environnemental, a-t-il dit lentement depuis une pièce fermée à clé, sans ordinateur pour prouver que vous n'étiez pas à la fuite. Je suis très motivé pour ne pas mourir. Vous êtes... Il s'est arrêté, a ri, et c'était un son brisé, aigu et réel, plein de quelque chose qui pouvait être du soulagement. Vous êtes exactement comme votre père, brillant, têtu, complètement terrifiant. Est-ce un compliment ou une condamnation à mort? Les deux. Il s'est approché dans la pièce, l'espace entre nous s'effondrant comme toujours lorsque nous nous trouvions à portée de main. Si cela fonctionne, si les hommes de Provenzano tombent dans ton piège, tu auras fait tes preuves d'une manière qu'aucun audit ne pourrait jamais faire. Et si cela ne fonctionne pas, alors nous découvrirons tous les deux ce qui se passe lorsque je fais le mauvais choix. Sa voix s'est à nouveau baissée. Mon pouce s'accéléra. Tu ne fais pas le mauvais choix. Je veux y croire. Alors crois-y. Je ne bougeais pas. Je ne reculais pas. Je sais que tu as peur. Je sais que Sophia t'a détruit. Je sais qu'il t'est impossible de me faire confiance. Je soutenais son regard, mais je te demande de le faire quand même. Il me fixait et je pouvais voir la guerre dans ses yeux, la peur contre la foi, le passé contre le présent, la blessure contre la femme qui se tenait devant lui. Puis sa main se leva lentement et délibérément, et vint se poser sur mon visage. Mon souffle se coupa. « Si tu me mens, dit-il doucement, c'est le moment de partir. Je ne mens pas. Si c'est un jeu, ce n'est pas un jeu, Lucien. » Je me suis penché vers sa paume. J'ai senti sa chaleur, les callosités que j'avais remarquées lorsque nous nous étions serrés la main il y a plus d'une semaine. C'est la chose la plus réelle que j'ai faite en 3 ans. Son pouce a effleuré ma pommette. Une fois, 2 fois, puis il m'a embrassé. Il ne m'a pas demandé la permission. Il n'en avait pas besoin, car je l'ai rejoint à mi-chemin, ouvrant la bouche pour l'accueillir. 8 jours de blessures ont tenté de guérir dans l'espace entre sa bouche et la mienne. Sa main a glissé dans mes cheveux, inclinant ma tête en arrière, puis j'ai agrippé le devant de sa chemise, car le monde venait de se réorganiser autour de cet instant unique. Je l'ai embrassé avec force, désespérément, choisissant cela, le choisissant lui, choisissant la confiance plutôt que tous les instincts rationnels qui me disaient que c'était dangereux. Son autre main a trouvé ma taille, m'a attiré vers lui et mon dos a heurté le mur. Pas brutalement, juste inévitablement. La gravité, la chaleur et le fait que nous tournions autour de cela depuis l'hélicoptère. J'ai poussé un son que je ne reconnaissais pas. Il l'a avalé, sa bouche se déplaçant vers ma gorge, son souffle chaud contre mon pouls. Sarafina, ne t'arrête pas. Si c'est une erreur, alors nous la commettons ensemble. Je l'ai repoussée, goûtant la confession dans le baiser. Je ne suis pas elle. Je ne suis pas Sophia. Je ne vais pas disparaître. Son étreinte s'est resserrée.
Promets-moi, je te le promets. Il m'a embrassé à nouveau, plus profondément, plus lentement, comme s'il testait si la confiance pouvait donner cette sensation. Désespérée, réelle et absolument terrifiante. Quelqu'un frappa contre la paroi du conteneur. Nous nous séparâmes. Lucien respirait difficilement, son front pressé contre le mien, sa main toujours dans mes cheveux. Patron, la voix de Dante était urgente. L'entrepôt, les hommes de Provenano viennent d'arriver. Tous. Lucien ouvrit les yeux. Il croisa mon regard. Ton piège a marché. Il dit, je t'avais dit que je ne mentais pas. Il rit vraiment, et m'embrassa une fois de plus. Rapidement, avec force, et avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la joie. Allez, viens, dit-il en me prenant la main. Allons voir Provenzano se détruire en essayant de réclamer une cargaison qui n'existe pas. Il m'entraîna hors de cette pièce, le cœur encore battant à tout rompre, les lèvres encore gonflées, et la certitude profonde que je venais de franchir une ligne que je ne pourrais jamais repasser. Je l'avais choisi comme il m'avait choisi. Il ne nous restait plus qu'à survivre aux 4 prochains jours. Les images de surveillance montraient exactement ce que j'avais prédit. 6 véhicules, toute l'équipe opérationnelle de Provenzano, positionnés autour de l'entrepôt comme s'ils se préparaient à une interception majeure, attendant une cargaison qui n'arriverait jamais. Ils ont mordu à les hameçons, dit Dante avec une pointe d'admiration. Ils ont vraiment cru qu'elle organisait une remise parce que le manifeste semblait parfait. Lucien regardait les images avec une froide satisfaction. Serafina sait comment créer des couvertures qui passent l'inspection. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. On les laisse attendre. Lucien a sorti son téléphone. Et pendant qu'ils attendent, je vais passer quelques coups de fil. Quand ils se rendront compte qu'il n'y a pas de cargaison au port, les autorités seront très intéressées de savoir pourquoi les hommes de Provenzano encerclent un entrepôt vide avec des armes. Tu vas les faire arrêter. Je documente le fait que l'organisation de Provenzano ait tenté d'intercepter une cargaison inexistante sur la base de fausses informations. Son sourire était narquois, ce qui prouve que quelqu'un dans son réseau lui fournit de mauvaises informations, ce qui le fait passer pour incompétent, ce qui est pire que la violence dans ce monde. Je l'ai regardé travailler, passer des appels, coordonner les réponses, transformer mon piège désespéré en une victoire stratégique qui allait nuire à la crédibilité de Provenzano pendant des mois. Les métadonnées géographiques, dit Lucien, sans lever les yeux de son téléphone. Tu as dit que cela prouvait que les journaux avaient été falsifiés depuis Rome. Oui, je l'ai documenté dans ton diagnostic environnemental. Terminal Sept, sous-section 4B. Il l'a ouvert, l'a lu, et son expression a changé. Soulagement, justification et quelque chose de plus sombre. C'est exactement le genre de détail qu'une véritable trahison n'aurait pas, dit-il doucement. Un faussaire ne penserait pas à vérifier les balises géographiques. Il se concentrerait sur les informations d'identification et les horodatages et supposerait que cela suffit. C'est pourquoi j'ai regardé là en premier. Il posa le téléphone et se tourna vers moi. « Je suis désolé, dit-il, de ne pas t'avoir cru immédiatement, de t'avoir enfermé, d'avoir choisi la peur plutôt que... » Il s'arrêta. « D'avoir choisi la peur, tu es pardonné. » Je le regardai dans les yeux. « Mais ne recommence pas. Je ne le ferai plus. Si tu le feras. » Je m'approchai. « Parce que Sophia a brisé quelque chose en toi qui ne guérira pas en 8 jours. Et la prochaine fois que quelqu'un menacera cette opération, ton premier réflexe sera la suspicion. Et alors, que ferons-nous? Tu me le demanderas directement. Tu me montreras les preuves et tu me donneras une chance de faire mes preuves avant de fermer la porte. » Je soutenais son regard et je te promets de faire de même pour toi. Quelque chose a changé dans son expression, qui s'est adoucie. « D'accord, a-t-il dit, et je l'ai cru. Non pas parce que la blessure était guérie, mais parce que nous venions de prouver que nous pouvions survivre à sa réouverture. Au cours des 3 jours suivants, tout s'est accéléré. La tentative d'interception de Provenano a fait la une de l'actualité internationale, non pas comme un crime, mais comme un échec opérationnel spectaculaire. Sa crédibilité s'est effondrée. Ses alliés ont commencé à remettre en question ses réseaux de renseignement. Les clients ont discrètement transféré leurs activités ailleurs. Paulo est resté en sécurité dans sa propriété rurale. À 3 jours du témoignage, à 3 jours de la fin des réseaux de trafic qui opéraient sans contrôle depuis une décennie. Lucien et moi avons trouvé un rythme qui ressemblait moins à un arrangement temporaire qu'à un partenariat. Nous travaillions tard,
planifions les imprévus, revoyons les itinéraires d'extraction. Il m'a appris comment fonctionnait son réseau. Pas seulement la logistique, mais aussi les relations, les règles tacites, la façon dont le pouvoir circulait dans des espaces que la plupart des gens ne voyaient jamais. Et dans les moments calmes entre des sessions stratégiques, nous avons appris à nous connaître. Parle-moi de ton premier témoin, lui ai-je dit un soir, en revoyant les horaires de vol pendant qu'il mettait à jour les protocoles de sécurité. Mon premier témoin ou celui de ton père? Le tien? Luciane s'est calée dans son fauteuil. Une jeune femme, 19 ans. Elle avait été victime de trafic via Polarmo et avait conservé des traces de chaque transaction, chaque itinéraire, chaque personne impliquée. Quand elle s'est échappée, elle est venue me voir. Pourquoi moi? Parce que j'avais la réputation de faire les choses discrètement. Elle pensait que si je pouvais transporter des marchandises sans se faire remarquer, je pourrais la faire partir de la même manière. Il a esquissé un léger sourire. Elle n'avait pas tort. Que lui est-il arrivé? Elle a témoigné. Elle a détruit le réseau qui l'avait trafiqué. Elle a été relogée en Allemagne avec une nouvelle identité et une bourse d'études complète pour l'université. Sa voix s'adoucit. Aux dernières nouvelles, elle étudie le droit. Elle veut poursuivre les trafiquants en justice. C'est toi qui lui as donné cette chance. C'est elle qui s'est donné cette chance. Je l'ai juste déplacée d'un point A à un point B sans qu'elle se fasse tuer. Il croisa mon regard. Mais cela m'a appris quelque chose d'important. Quoi? Que la logistique ne concerne pas seulement les marchandises et les profits. Il s'agit de donner aux gens la chance de devenir ce qu'ils sont censés être. Il fit une pause. Ton père l'avait compris. Et c'est pourquoi il protégeait les témoins, même si cela lui a coûté la vie. Ma gorge se serra. Il ne m'avait jamais parlé des témoins. Je ne l'ai su qu'après sa mort. Il te protégeait. Ce genre d'information fait de toi une cible. Et maintenant, je suis une cible de toute façon. Maintenant, tu es une partenaire. La voix de Lucien était calme, sûre. Il y a une différence. Je l'ai regardé, les rides creusées autour de ses yeux par la fatigue. La façon dont son contrôle commençait à s'effriter après 8 jours de stratégie incessante. Quand tout cela sera terminé, ai-je dit prudemment, que nous arrivera-t-il? Que veux-tu qu'il nous arrive? Ai-je demandé en premier. Il a souri. C'est juste. Il a posé sa tablette. Je veux t'offrir un poste. Officiel, pas en tant que contractuel, mais en tant que stratège logistique. Un partenariat égalitaire. Ton nom sur les opérations importantes. Mon cœur s'est emballé. Et c'est dangereux, permanent, irréversible. Il n'a pas détourné le regard. Cela signifie que tu ne pourras plus retourner coordonner les vols des diplomates et faire comme si ce monde n'existait pas. Cela signifie que l'héritage de ton père deviendra entièrement le tien. Et si je dis non, alors je tiendrai parole. Tu partiras sans encombre. Je protégerai ta réputation, je préserverai ton emploi, et tu n'auras plus jamais à me revoir. Sa voix était calme. Mais j'espère que tu diras oui. Pourquoi? Parce que tu vois des choses qui m'échappent. Parce que tu anticipes 3 coups à l'avance. Parce qu'en 8 jours, tu es devenu indispensable. Il se pencha en avant, et parce que je ne veux pas que cela s'arrête, moi non plus. Mais avant que je puisse répondre, Dante fit irruption dans la salle de crise. « Patron, nous avons un problème. » Lucien se leva immédiatement. Que s'est-il passé? La planque de Paolo. Elle a été compromise. Mon estomac se noua. Comment? Nous ne savons pas. Mais des véhicules approchent. Plusieurs. Et ce ne sont pas les nôtres. Le visage de Lucien se figea. Combien de temps avons-nous? 15 minutes, peut-être moins. Préparez tout le monde. Nous le déplaçons immédiatement. Lucien se tourna vers moi. La route d'extraction de Kiso. Est-elle prête? Oui, mais c'était prévu pour demain soir. Les plans ont changé. Peux-tu le faire ce soir? J'ai passé en revue la logistique dans ma tête. Accès à l'aérodrome, dédouanement, fenêtre de vol, authentification de la couverture médicale. Oui, ai-je répondu, mais ça va être juste. Nous aurons peut-être 2 heures avant que quelqu'un ne remarque les anomalies dans les autorisations. 2 heures suffisent. Il a attrapé sa veste et s'est mis en route. Tu viens avec moi, Dante. Coordonne les itinéraires de diversion. Fais croire à Provenzano que nous allons vers le nord. Où allons-nous réellement? À Kiso, ce soir. Nous mettrons fin à tout cela avant que Provenzano n'ait une autre chance.
Et juste comme ça, 8 jours de planification se sont compressés en 2 heures d'exécution. Le coup final, le point culminant vers lequel nous préparer depuis le moment où j'ai répondu à cet appel téléphonique. J'ai attrapé ma tablette et j'ai suivi Lucienne jusqu'à l'hélicoptère. Nous avions un témoin à sauver et 4 jours venaient de se transformer en 4 heures. L'hélicoptère fendait la nuit comme une lame, ses rotors hurlant contre un vent qui n'aurait pas dû être aussi fort à la fin du printemps. J'étais assis dans le siège du copilote, ma tablette posée sur mes genoux, consultant en temps réel les systèmes de l'aérodrome de Camiso pendant que Lucien coordonnait les opérations avec Dante via son casque. « À quelle distance se trouvent les hommes de Provenzano ?» demanda Lucien. « À 10 minutes de l'endroit où se trouve Paolo, peut-être moins. » La voix de Dante était sèche, professionnelle. « Notre équipe est sur place, mais ils sont 4 fois moins nombreux. Dis-leur d'amener Paolo au point d'extraction. Nous les rejoindrons à mi-chemin. Patron, si Provenzano vous attrape à découvert, alors il m'attrapera aussi. » Le ton de Lucien ne laissait aucune place à la discussion. Je ne vais pas perdre ce témoin parce que j'ai joué la carte de la sécurité. Je lui jetai un coup d'œil. Son visage était impassible, déterminé, et je reconnus cette expression après l'avoir observé pendant 8 jours prendre des décisions impossibles. C'était le moment, l'épreuve qui déterminerait si son réseau allait tenir ou s'effondrer. L'accès à l'aérodrome est prêt, dis-je. Mes doigts parcouraient le système de manifeste. La couverture médicale pour l'évacuation était active. L'autorisation diplomatique de l'ONU était obtenue. La fenêtre de vol s'ouvre dans 90 minutes. Est-ce qu'elle restera ouverte si nous sommes en retard? Pendant 20 minutes. Après cela, la rotation des douanes change et nous perdons notre fenêtre jusqu'au lendemain matin. Nous avons alors 90 minutes pour faire passer Paolo d'une planque compromise à un aérodrome situé à 30 km de route ouverte que Provenzano connaît certainement maintenant. Le sourire de Lucien était vif, dangereux. Cela devrait être simple. Ce n'était pas simple. Rien de ce qui s'est passé pendant l'heure qui a suivi n'était simple. La planque était en feu quand nous sommes arrivés. Pas entièrement. Seulement le coin nord, de la fumée noire s'élevant dans le ciel étoilé. Un avertissement, un message. Lucien était sorti de l'hélicoptère avant même que les patins ne touchent le sol. Gunron, avançant vers la structure avec une efficacité fluide, issue de décennies passées à survivre à des situations exactement comme celle-ci. Je l'ai suivi, non pas parce que j'avais une arme ou une formation, mais parce que j'avais les coordonnées d'extraction et que Paolo ne saurait pas à qui faire confiance sans moi. « Reste derrière moi », m'a dit Lucien, sans se retourner. « Je suis le seul qu'il reconnaîtra grâce aux appels téléphoniques, ce qui fait de toi une cible. Heureusement que je me tiens derrière quelqu'un qui a une arme. » Son regard disait que nous discuterions plus tard de ma définition des décisions sûres. Plus tard, s'il y avait un plus tard, nous avons traversé la ferme, rapidement, méthodiquement, Lucien fouillant les pièces avec l'aisance de quelqu'un qui a fait cela trop souvent. La fumée était plus épaisse à l'intérieur, âcre et suffocante. Mais le feu ne s'était pas encore propagé à la structure principale. « Paolo », ai-je appelé en italien, « c'est Serafina, la fille d'Antonio. Nous sommes là pour vous évacuer. » Une porte s'est ouverte. Au 2e étage, un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris et terrifié, tenant un petit sac de voyage comme s'il contenait toute sa vie. Et c'était probablement le cas. « Ils sont arrivés il y a 20 minutes, » dit Paolo en descendant les escaliers trop vite, manquant de trébucher. Ils ont mis le feu. Ils ont dit que si je ne sortais pas, ils brûleraient toute la maison avec moi dedans. Où sont-ils maintenant? Je ne sais pas. J'ai entendu des voitures crier. Alors ton hélicoptère. Lucien a sorti son téléphone, vérifié quelque chose. Dante les a engagés à un demi-kilomètre au nord, les a éloignés de la maison, mais ils vont bientôt se rendre compte que c'est une diversion. Alors on part maintenant. Je me suis tourné vers Paolo. Tu peux courir? Si ça me permet de rester en vie, oui. Bien, parce qu'on a 30 km et 75 minutes. Nous avons couru. La route vers Camiso était exactement le genre d'itinéraire que l'on choisirait si l'on voulait éviter les pointes de contrôle et l'attention des autorités. Une route étroite et sinueuse bordée de part et d'autre de terres agricoles, sans aucun endroit où se cacher si quelqu'un vous coinçait. J'étais à l'arrière du SUV avec Paolo, mon ordinateur portable ouvert, surveillant le processus d'authentification de la couverture médicale comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Statut?
Lucien a demandé depuis le siège conducteur, poussant le véhicule plus vite que la route ne le permettait. Les couvertures détenant le prédédouanement sont en cours de traitement. J'ai vérifié l'horodatage. Il reste 62 minutes avant la fermeture de la fenêtre. Et Provenzano, mon téléphone a vibré. Dante, j'ai répondu sur le haut-parleur. Patron, ils ont découvert la diversion. 3 véhicules se sont séparés et se dirigent vers le sud, en direction de Camiso. La voix de Dante était tendue. Ils savent où vous allez. Les mains de Lucien se crispèrent sur le volant. Ils sont à 20 minutes derrière toi, mais si tu tombes sur des embouteillages ou un poste de contrôle, ils rattraperont leur retard. Nous ne tomberons pas sur des embouteillages. La voix de Lucien était glaciale. Dante, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi tout. Si ça tourne mal, si Provenzano nous attrape avant que nous mettions Polo dans cet avion, je veux que tu t'assures que Serafina s'en sorte. Mon estomac se noie. Lucien, ce n'est pas négociable. Il ne me regardait pas. Dante, promets-moi. Patron, promets-moi. Une pause. Alors je te le promets. Lucien raccrocha. Je fixais l'arrière de sa tête. La rage et la peur se livraient une bataille dans ma poitrine. Ce n'est pas à toi de prendre cette décision, dis-je doucement. Je viens de le faire. Je ne te quitterai pas. Tu le feras si j'ordonne à Dante de te traîner dehors. Il me regarda alors dans le rétroviseur. C'était un risque que tu avais toujours pris, Serafina. Tu savais que le risque était de garder Paolo en vie, pas de te sacrifier. Si je dois choisir entre le témoignage de Paolo et ma survie, le témoignage l'emporte. Sa voix était neutre, définitive, et c'est le boulot. Paolo nous regarda tour à tour, comprenant clairement qu'il était devenu le centre d'une dispute qui n'avait rien à voir avec les réseaux de trafic et tout à voir avec 2 personnes qui avaient passé 8 jours à apprendre à se faire confiance. « À quelle distance se trouve l'aérodrome » demanda Paolo doucement. Je vérifiai le GPS. À 15 kilomètres. Et à quelle distance sont-ils derrière nous? Assez près. Paolo posa son sac de voyage, en sortit un téléphone que je ne reconnaissais pas et commença à taper. « Que fais-tu » ai-je demandé. « Je passe un appel. » Il m'a regardé. « Ton père m'a sauvé la vie il y a 3 ans. Il m'a sorti d'une situation où j'aurais dû mourir. Je lui suis redevable, ce qui signifie que je te suis redevable. Paolo, j'ai tout enregistré. Tout. Les itinéraires, les noms, les comptes bancaires, les sociétés écrans, pas seulement le trafic, tout ce qui touche au réseau de Provenzano. Il a fini de taper, puis a appuyé sur « Envoyer ». Yak vient d'envoyer des copies à 3 journalistes, 2 procureurs et une équipe spéciale fédérale. Lucien tourna brusquement la tête vers lui. « Qu'est-ce que tu as fait? » « J'ai envoyé les preuves plus tôt. » La voix de Paolo était ferme, calme. « Si Provenzano me tue maintenant, ça n'a pas d'importance. Le témoignage sera quand même rendu public grâce au dossier. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la protection des témoins. Je me fiche de la protection maintenant. » Paolo croisa le regard de Lucien dans le rétroviseur. « Je veux juste m'assurer que ces salauds aillent en prison. Si je meurs ce soir, ils perdront quand même, ce qui signifie que Provenzano n'aura plus aucune raison de nous poursuivre. » Mon téléphone vibra. C'était encore Dante. « Patron, vous n'allez pas le croire. Les véhicules de Provenzano viennent de s'arrêter. Ils font demi-tour. » Lucien était sous le choc. « Pourquoi? » « Je n'en ai aucune idée, mais ils repartent vers le nord. Tu es tiré d'affaire. » Paolo sourit faiblement. « C'est parce que quelqu'un du réseau de Provenzano vient de l'appeler pour lui dire que les preuves ont déjà été divulguées. Mais tuer n'a plus aucun intérêt maintenant. » Le SUV était silencieux. Puis Lucien se mit à rire. Un rire sincère qui semblait rouillé à force de ne pas avoir été utilisé. « Tu viens de te rendre inutile en tant que cible, dit-il, en divulguant les preuves trop tôt. »« Je me suis rendu libre, corrigea Paolo. Il y a une différence. » Je regardais cet homme, la soixantaine, terrifié, tenant un sac de voyage et un téléphone jetable, et je vis exactement ce que mon père avait dû voir 3 ans auparavant. Quelqu'un d'assez courageux pour sacrifier sa propre sécurité afin que justice soit faite. Tu vas quand même témoigner, dis-je, en personne. Parce que te faire comparaître à la barre rendra cela réel d'une manière que les documents ne pourront jamais égaler. Je sais, répondit Paolo en ramassant son sac. Mais maintenant, je vivrai assez longtemps pour le faire. À 2 heures du matin,
L'aérodrome de Camiso ressemblait exactement à tous les autres petits aéroports siciliens par lesquels j'étais passé. Sous-financé, en sous-effectif et absolument parfait pour faire passer des personnes qui ne voulaient pas être remarquées. L'avion d'évacuation médicale attendait. Un petit jet portant les insignes de l'ONU, avec un équipage que je n'avais jamais rencontré, mais dont j'avais vérifié les références de 6 façons différentes. Lucien a accompagné Paulo personnellement sur le tarmac, et je les ai observés depuis le SUV, m'assurant que les documents douaniers étaient traités sans problème. Ce fut le cas, car j'étais très, très doué dans mon travail. Une fois Paulo en sécurité dans l'avion, Lucien est revenu au véhicule, s'est glissé dans le siège du conducteur, n'a pas démarré le moteur et est resté assis là à regarder le jet rouler vers la piste. Nous avons réussi, a-t-il finalement déclaré. Oui, Paulo témoigne, parti à regarder sa montre. Dans 6 heures, les réseaux s'effondreront, Provenano perdra tout. Et tu gagneras, nous gagnerons. Il s'est tourné vers moi. Tu as tracé la route. Tu as repéré les schémas. Tu l'as maintenu en vie alors que tout mon plan s'effondrait. Tu m'as sorti de l'aéroport. Tu as protégé mon travail. Tu m'as fait confiance alors que tout mon instinct me disait de ne pas le faire. J'ai soutenu son regard. Nous avons fait cela ensemble. Les réacteurs rugirent. Nous le regardâmes décoller, emportant un témoin qui allait détruire 6 réseaux criminels grâce à son témoignage, emportant la preuve que la compétence discrète l'emportait sur la violence publique, que Lucien Corinthus était exactement ce qu'il avait mis 15 ans à construire. Le corridor le plus fiable de Sicile. L'offre de partenariat, dit Lucien doucement. As-tu une réponse? J'y avais réfléchi pendant 3 jours, à travers le baiser, à travers la crise de confiance. J'avais lancé une course désespérée pour sauver un témoin qui venait de se sauver lui-même. Oui, répondis-je. Et je veux d'abord des garanties. Sa bouche esquissa un sourire. Tu es encore en train de négocier. Je clarifie les termes. Je me tournai vers lui. Si je fais ça, si je deviens officiellement ton stratège logistique, j'ai besoin de savoir ce que cela signifie réellement. Un partenariat égalitaire, ton nom sur les opérations, un accès complet au réseau et aux ressources et à ta vie personnelle. Qu'en est-il? Est-ce que j'en ai une ou est-ce que ce travail consume tout? Lucien resta silencieux pendant un moment. Je ne vais pas mentir et dire que ce monde respecte les limites, ce n'est pas le cas. Mais moi, je les respecte. Si vous avez besoin de temps, d'espace, de séparation entre le travail et votre vie, je protégerai cela. Même si cela vous coûte sur le plan opérationnel, même dans ce cas, sa voix était douce, assurée. Je ne suis pas l'erreur de Sofia, Serafina. Je ne te sacrifierai pas pour le réseau. Jamais. Je le croyais, non pas parce qu'il ne ferait jamais d'erreur, mais parce que nous venions de survivre à la plus grande épreuve. Sa blessure s'était rouverte et nous avions tous deux lutté pour la surmonter. D'accord, dis-je. D'accord, tu dois y réfléchir. Ou alors, d'accord, tu dis oui. D'accord, je dis oui et je souris, à une condition. Dis-moi laquelle. Nous avons besoin de sommeil, de nourriture, de temps pour comprendre ce que c'est, et je dis, en faisant un geste entre nous deux. C'est quand nous ne menons pas d'opération et n'esquivons pas les attaques du syndicat. Ça fait 3 conditions. Tactique de négociation. Tu es censé faire une contre-offre. Lucien s'est penché par-dessus la console centrale, suffisamment près pour que je puisse voir la fatigue dans ses yeux, le soulagement et quelque chose d'autre qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Une contre-offre, a-t-il dit doucement. Nous avons le droit de dormir, de manger et d'avoir du temps. Même dans ce cas, nous devons déterminer si ce n'est que de l'adrénaline et de la proximité ou si c'est quelque chose qui vaut la peine de construire une vie autour. J'ai retenu mon souffle. C'est une meilleure offre. C'est ce que je pensais. Il m'embrassa doucement cette fois, lentement, le genre de baiser qui n'avait pas besoin d'urgence parce que nous avions enfin le temps. Quand il s'écarta, je souriais. « Alors, que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, nous retournons à Marsala. Nous dormons pendant 12 heures. Nous regardons le témoignage de Paulo détruire 6 chaînes de télévision en direct. Lucien démarra le moteur, puis nous commencerons à construire quelque chose qui dure. Ça a l'air parfait. Ça ne le sera pas. Ce monde est brutal et compliqué, et tu vas en détester certaines parties. Probablement, je me suis calé dans mon siège, mais je suis doué pour gérer les situations compliquées
Et j'en ai marre de gaspiller mon potentiel avec des gens qui me considèrent comme un boulet. Le sourire de Lucien était sincère, chaleureux, comme je n'en avais vu que quelques aperçus au cours des 12 derniers jours. Bienvenue dans notre partenariat, Serafina. Dory, je suis ravi d'être ici, Lucien Corinthus. Nous sommes retournés à Marsala alors que l'aube se levait sur la Sicile, et j'ai réalisé qu'à un moment donné au cours de ces 12 jours, j'avais cessé de fuir l'héritage de mon père et commencé à construire le mien. 6 mois plus tard, le bureau donnait sur le port de Palermo. Et si vous ne saviez pas ce que vous regardiez, cela ressemblait à n'importe quelle autre opération logistique. Des bureaux, des ordinateurs, des gens qui acheminaient des marchandises à travers la Méditerranée. Mais je savais ce que je voyais et c'était magnifique. La route de Marseille est dégagée, ai-je dit en examinant le manifeste sur ma tablette. Le client a confirmé. Les formalités douanières sont réglées, aucun problème. Dante a acquiescé de l'autre côté de la table de conférence. Et la route de secours est prête, si nous en avons besoin. Mais nous n'en aurons pas besoin. J'ai quand même ouvert le dossier des mesures d'urgence. Le temps est clair, pas de complications politiques. Ça devrait se passer sans encombre. Ça devrait n'est pas une garantie dans ce métier. Rien n'est garanti, mais la matrice de probabilité favorise le succès. J'ai souri. Fais confiance aux données, a grogné Dante. C'était sa façon à lui d'approuver. Après 6 mois de partenariat, j'avais appris à le lire comme je lisais les manifestes, en cherchant les schémas sous la surface. La porte de la salle de conférence s'est ouverte. Lucien est entré, le téléphone collé à l'oreille, terminant une conversation en grec qui semblait soit très bonne, soit très mauvaise. Lorsqu'il a raccroché, il souriait. L'expansion à Athènes est approuvée. Il a déclaré « Nous aurons un accès complet au corridor d'ici le mois prochain. C'est la 3e expansion majeure de ce trimestre. J'ai ouvert la carte des opérations. Nous allons avoir besoin de plus de coordinateurs. Je m'en occupe déjà. Dante va interviewer des candidats la semaine prochaine. » Lucien s'est approché de moi et a regardé la carte avec la satisfaction que procure la construction de quelque chose qui fonctionne vraiment. Comment se passe la route de Marseille? Parfaite, comme d'habitude. Vous avez dit la même chose des 9 dernières opérations. Comme je suis très doué dans mon travail, je l'ai regardé. Et aussi parce que tu as embauché des gens très compétents et que tu m'as donné les ressources nécessaires pour planifier correctement. Un partenariat, m'a-t-il corrigé. Tu n'es pas embauché, tu es indispensable. 6 mois, et il le disait encore comme s'il était surpris par la vérité. Le bureau avait changé depuis le témoignage de Paolo. Les réseaux qui s'étaient effondrés avaient créé des opportunités, légitimes pour la plupart, pour des opérations logistiques qui n'impliquaient ni trafic ni violence. Nous nous étions développés avec prudence. Elle avait stratégiquement construit quelque chose qui fonctionnait dans les zones grises, mais sans franchir la ligne rouge. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des menaces, encore des rivaux qui testaient nos limites, mais nous les gérions ensemble. Dîner ce soir, demanda Lucien en fermant la porte de la salle de conférence après le départ de Dante. Je ne peux pas avoir une réunion avec le conseil d'administration de l'aviation au sujet de ce poste de consultant. Le poste légitime, le très légitime. Il y a 6 mois, la société de Marco m'avait proposé un poste de consultant senior. Stratégie de racines de haut niveau, gestion de crise. Le genre de travail qui utilisait mes compétences sans me demander de prétendre que mon père n'avait jamais existé. Ils veulent que j'examine l'ensemble de leur réseau méditerranéen pour y détecter les inefficacités. Tu vas leur dire que les inefficacités sont intentionnelles? Je sais que la moitié de leurs racines sont conçues pour être lentes afin que notre réseau puisse les concurrencer. J'ai souri. Absolument pas. Je vais rédiger un rapport très comblé qui, mystérieusement, ne mentionnera pas nos avantages concurrentiels. J'adore quand tu es sournois. Tu adores quand je suis efficace. Les deux. Il m'a attiré vers lui, posant ses mains sur ma taille dans un geste qui était devenu familier au cours des 6 derniers mois, pendant lesquels nous avions cherché à comprendre ce que nous étions lorsque nous ne menions pas d'opération. Les deux sont vrais. Je l'ai embrassé rapidement, facilement, avec une intimité qui n'avait pas besoin d'urgence, car nous avions construit quelque chose qui avait eu le temps de grandir. Je devrais y aller, ai-je dit contre sa bouche. J'ai une réunion dans 1 heure. Ce soir, après ta réunion, alors.
Ce soir, j'ai attrapé ma tablette, mon sac, et je me suis dirigé vers la porte. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Lucien. Oui. Merci pourquoi? Pour m'avoir vu et m'avoir fait confiance. Pour avoir construit quelque chose où je n'ai plus besoin d'être invisible. Son expression s'est adoucie. Tu n'as jamais été invisible, Sarafina. Tu travaillais simplement pour des gens qui refusaient de voir. J'ai souri. Heureusement que j'ai trouvé de meilleurs partenaires. Les meilleurs. Il était d'accord. J'ai quitté le bureau et je suis sorti dans la lumière polaire en repensant à l'appel téléphonique qui avait tout changé il y a 12 jours et 6 mois. Mon père avait protégé des témoins parce qu'il croyait que certaines choses étaient plus importantes que la sécurité. J'avais hérité de cette conviction, mais j'avais aussi hérité d'autres choses. La certitude qu'il était possible d'exercer un métier dangereux tout en se construisant une vie. Que choisir un but plutôt que le confort n'était pas synonyme de destruction. Je sortis mon téléphone et consultai mes messages. Un message de la commission de l'aviation confirmant mon rendez-vous. Un message de Dante avec les nouveaux protocoles de sécurité. Un message de Lucien. Dîner à 20 heures, à l'endroit que tu aimes. Ne porte pas de tenue tactique. J'ai ri. Je lui ai répondu. Tu sais bien que je n'ai que des tenues tactiques. Il m'a immédiatement répondu. Mensonge, j'ai vu ton placard. Très bien, une tenue semi-tactique. Parfait. J'ai traversé Palermo, la ville que mon père avait protégée jusqu'à la mort. La ville que j'avais failli quitter. La ville qui était devenue mon foyer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et j'ai passé à la fille qui avait répondu à un appel téléphonique en sicilien il y a 12 jours. Terrifiée, piégée, essayant de ne pas se noyer. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui construisait des itinéraires pour les témoins et la logistique d'un empire criminel qui devenait peu à peu plus propre. Quelqu'un qui négociait des partenariats au lieu d'accepter des miettes. Quelqu'un qui avait choisi la confiance plutôt que la peur, même lorsque la peur était plus sûre. Quelqu'un qui était exactement là où elle devait être. J'avais une réunion, un dîner, un réseau à gérer, et pour la première fois en 3 ans, je ne gaspillais pas mon potentiel avec des gens qui ne le voyaient pas. Je construisais quelque chose d'important avec quelqu'un qui me voyait tel que j'étais, et cela valait tous les choix dangereux, compliqués et impossibles qui m'avaient amené ici. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine Mafia Love Story. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez. Vos commentaires m'aident vraiment à améliorer ces histoires pour vous. Merci de laisser mes histoires vous tenir compagnie. Cela signifie vraiment plus que vous ne pouvez l'imaginer.